Hello à tous et bienvenue sur le podcast Les Soleils Intérieurs, un podcast dédié à la découverte de soi à travers le bien-être et la santé mentale. Je suis Enora. Je suis Elwen. Et nous sommes deux sœurs passionnées par les sujets de santé mentale et la place du bien-être au quotidien. Dans ce podcast, on a le plaisir d'accueillir des invités inspirants, des kinésiologues, des professeurs de yoga, des sophrologues, des masseurs ayurvédiques, des psychogénéalogistes et bien d'autres praticiens dédiés à l'épanouissement personnel. Après avoir traversé des épreuves comme des burn-out, des reconversions ou encore des accidents de la vie, ils ont tous en commun la quête profonde de sens. Ils ont ensuite façonné leur propre chemin et trouvé leur manière de rebondir. À travers ces entrevues, on va plonger ensemble dans leur parcours unique. Découvrons ce qui les a conduits à embrasser leur pratique et comment ils l'appliquent pour enrichir la vie de ceux qu'ils rencontrent. Au fil des conversations, nos invités partagent généreusement leurs conseils pratiques et leurs rituels bien-être conçus pour être intégrés facilement dans ton quotidien. Que tu sois en quête de sérénité intérieure, de méthodes pour gérer le stress ou simplement curieux d'explorer de nouvelles pratiques pour nourrir ton esprit et ton corps, les soleils intérieurs, c'est ton shot de bienveillance et pourquoi pas l'ouverture à de nouvelles pistes pour une meilleure connaissance de toi. Alors prépare-toi à être inspiré, à découvrir de nouvelles perspectives et à prendre des habitudes qui transformeront, nous l'espérons, ton bien-être au quotidien. Et maintenant, place à l'épisode. Et aujourd'hui, on part à la découverte de l'Ayurveda avec Fabio. Alors Fabio, avant de découvrir l'Ayurveda, c'était un commercial à succès. Et c'est lors d'un salon professionnel qu'il fait la découverte du massage ayurvédique. Il en ressort avec un grand bénéfice sans savoir pour autant ce qui le distingue des massages un peu plus classiques. Il décide de prendre une brochure de l'entreprise, puis retourne tranquillement à sa vie professionnelle. Quelques mois plus tard, il retrouve cette brochure et il a comme un déclic. Il décide alors de se former à l'Ayurveda, au massage ayurvédique, et pour compléter sa formation, il part pendant 6 mois en Inde. Il installe ensuite son cabinet à Nice, où il pratique les massages ayurvédiques, mais pas que. Fabio nous partage aujourd'hui ce qu'il a appris sur l'Ayurveda, comment il le pratique et à quel type de problématiques il s'applique. Enfin, Fabio nous partage ses rituels bien-être pour se sentir mieux au quotidien. Bonne écoute. Bonjour Fabio. Bonjour Nora. Bienvenue sur notre podcast. On est super contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu vas nous parler un peu de ta pratique, à savoir le massage ayurvédique. Mais avant ça, on aimerait bien te connaître un petit peu mieux et savoir justement quel est ton parcours et comment est-ce que tu en es arrivé justement à cette pratique. Donc, si tu veux nous en dire un petit peu plus sur toi. Ok, d'abord merci pour l'invitation. C'est vraiment très intéressant de créer des podcasts où il y a des thérapeutes qui peuvent un peu partager leur parcours et surtout la pratique en fait qu'ils font dans leur cabinet. Bon, mon parcours c'est un peu particulier parce qu'en fait, j'étais pas du tout dans quelque chose d'holistique, dans la médecine douce. Non, c'était il y a plus ou moins 12 ans. Bon, j'étais vendeur, donc j'étais dans le secteur commercial. Ouais. Ça faisait déjà 20 ans que j'ai travaillé là-dedans. Donc c'était mon métier. J'ai gagné très bien ma vie. J'avais ma clientèle. J'ai représenté des entreprises importantes. Donc c'était toute ma vie s'est déroulée fondamentalement très bien. Classiquement. Oui, c'était j'avais accompli en fait ce que tout le monde en fait voulait accomplir. Donc j'avais un boulot qui me donnait les moyens pour vivre très bien. J'avais un village, j'avais 2 voitures, j'avais la moto, le scooter. En fait, c'était un certain moment pour moi, c'était un peu trop. Ouais. Dans le sens que je comprenais que même les voyages, c'était toujours un peu plus. Et c'était la course à la dépense de ce que j'ai gagné. Mais bon, c'était comme ça. Tu te posais pas trop de questions. Non, pas trop de questions. Mais il y avait quelque chose quand même qui dans ma tête commençait en fait à cheminer. Mais je savais pas. Tu savais pas quoi? Je savais pas. Et un jour, j'étais dans une exposition pour mon boulot, et dans cette exposition, il y avait en fait un petit stand où il faisait des massages. Et il proposait en fait aussi c'était une école en fait qui s'occupait d'Ayurveda. Ah ouais, ok. Et elle proposait des massages d'une demi-heure, des massages découvertes.
Bon, moi, j'étais hyper fatigué, donc les jours avant, j'étais passé pour recevoir en fait un massage. Il n'avait pas de place et j'avais réservé pour les jours d'après. Ok. Donc, pause déjeuner, tac, il avait un petit créneau d'un demi-heure. J'ai dit, bon, je le prends. Parfait. Et les jours d'après, j'arrive au rendez-vous et en fait, c'était dans les stands, il y avait les élèves en fait de l'école qui massaient. D'accord. Mais tout le monde était en pause déjeuner, donc il y avait les maîtres, c'était un Indien, Kapil, qui après ça a été mon Mentor. mentor, mon maître, mon prof, voilà, je ne sais pas comment on peut dire. Et donc c'est lui qui m'a massé. Ok. J'étais déjà passionné pour les massages. J'avais voyagé beaucoup, donc j'avais essayé des En massages Asie, n'importe où. Donc j'étais passionné pour recevoir des massages Ah bah oui. comme client. Et après ces massages d'une demi-heure, donc un petit massage, j'ai dit non mais c'est génial. J'ai jamais reçu un massage Trop comme bien. ça. J'ai dit peut-être c'est lui qui il est doué bien sûr, Ouais. mais il a quelque chose de plus. Et t'es arrivé à savoir ce que c'était ce petit truc en plus, Non. justement? Non. Non. C'est juste que tu te sentais incroyablement Voilà, bien. je me sentais bien. C'était un massage de dos, hein. C'était pas un Oui. demi-heure, donc il m'a fait un petit massage de dos. Mais je sentais que c'était, par rapport à tous les massages que j'avais déjà pratiqués, c'était un plus. Ok. Donc il m'avait touché des points, donc même un peu douloureux, mais c'était, j'étais sorti en pleine forme. Mais bon, c'était une belle expérience. Je suis parti, j'ai continué les week-ends dans cette exposition. Il y avait des clients, voilà. Mais j'avais pris quand même un peu des brochures. Il m'avait donné des dépliants. Ah oui, ok. Par rapport à l'école, il faisait ça avec tout le monde. Donc, Ouais, bien je l'ai sûr. pris, je l'ai mis dans ma pochette avec toutes les choses du Ouais. boulot et je suis reparti. Et un jour, en fait, j'avais tout laissé là-dedans. Et un jour, j'étais dans mon bureau pour ranger toutes les factures, toutes les choses. Et donc, et je retrouve en fait ces Et brochures. ça, c'était combien de temps après? Bon, je pense un Quelques mois. semaines. Ah ouais, ok. Ouais, un petit mois, plus ou moins. Et les moments qui... bon, j'étais hyper stressé, donc il y avait beaucoup de factures à enregistrer. Et je prends ces dépliants, je commence à lire un petit peu et j'ai dit, ah oui, mais quand même, je ne m'étais pas informé. Ouais. Qu'est-ce que c'était l'Ayurveda? J'avais en fait profité du massage, Bah ouais. c'était tout. Et donc, je commence un peu à lire cette médecine qui date il y a 5000 ans. J'ai dit, ah oui, quand même. C'est quand même T'avais jamais entendu parler de ça avant? non. Ok. Non, mais j'étais vraiment loin. Très, très J'avais loin de fait une séance shiatsu parce que j'avais mal au dos et donc j'essayais de me débarrasser. Mais j'étais loin d'une démarche un peu plus profonde en fait, qui pouvait m'amener à connaître mieux Ouais. une médecine douce. Et donc j'ai dit, je suis allé sur Internet. Voilà. Ouais. J'ai commencé un peu à approfondir. Et ça m'est parlé, tout ce que je lisais, ça m'est parlé comme quelque chose vraiment qui c'était pour Ça moi. résonnait, quoi. Oui, ça résonnait. Et enfin bon, j'ai tout posé, j'ai continué en fait. Tout là. Et à distance, en fait, de quelques jours, je suis revenu là-dessus. Et j'ai dit, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de formations. L'école donnait des formations, mais qu'il y avait des formations un peu partout. Et j'ai commencé à me renseigner parce que j'ai dit, mais pourquoi pas, peut-être je vais faire une formation comme ça. J'ai toujours été client. Cette fois, je voulais quand même apprendre. Mais pour moi, hein, c'était pas pour faire un boulot Oui. loin des... C'était par curiosité. par curiosité. J'ai dit, ça serait sympa en fait d'apprendre Ouais. à masser. Et j'ai commencé à me renseigner un peu toutes les écoles les plus proches, voilà. Et j'avais envoyé des emails pour recevoir des informations. J'avais appelé et finalement, je suis retombé en fait sur la même école. Parce que les autres, c'était bien, mais il y avait quelque chose qui ne me correspondait pas. Ok. Donc, je suis retombé sur la même école. En plus, la personne qui était au stand, elle était en fait dans cette école, il y était 2 personnes Ok. qui s'occupaient de l'école. Il y avait une personne en fait en italien, il y avait cet Indien en Ouais, fait, qui t'avait massé. qui m'avait massé. Donc c'était les deux qui s'occupaient en fait de l'école, qui à l'époque c'était entre Milan et proche de Bologne. Ok. Il avait deux sièges.
Et j'avais parlé avec cette personne très aimable, en fait, qui m'avait donné énormément d'explications. Donc, ça m'avait vraiment mis à l'aise. Et j'ai dit, les prix, tout ce qui est... j'ai dit, bon, écoutez, je vais commencer. Donc, j'ai commencé. C'était un week-end par mois. Donc, c'était faisable. Avec ton job, c'est vrai que c'était le week-end, je ne cumulable. travaillais pas. En plus, je ne travaillais pas. J'avais pas des soucis à un niveau, en fait, du budget, en fait, de la formation. Et donc, j'ai commencé. J'ai fait les premières 2 rencontres. C'était vraiment génial. 3e rencontre, les 3e mois de cours, j'ai dit, genre, mais je vais faire ça. Je vais faire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie, en fait, de faire tout ça, mon métier. Donc, j'ai terminé la formation et j'ai commencé, en fait, à m'organiser, parce qu'il y avait quand même mon boulot. Quitter un boulot que je faisais depuis 20 ans, que tu es arrivé un peu au sommet où tu es tranquille. Ouais. Ça fait le plus dur. Voilà, j'avais fait les plus durs. Maintenant que c'était bien, c'était, entre guillemets, un peu dommage. Mais je ne voyais pas à 50 ans encore les chiffres. Ah oui, ça va, c'est bien, mais on peut faire plus. Être poussé tout le temps, en fait, à des résultats. Donc, à ce moment-là, j'ai dû communiquer, en fait, à toutes les entreprises que j'ai quittées. Et ça s'est passé en combien de temps après? J'ai pris, en fait, une année. Une année. Une année. Parce qu'il faut quand même donner le temps aux entreprises de trouver sur place des personnes. De se retourner un peu, ouais, c'est clair. Oui, je ne peux pas les laisser comme ça, en plus, c'est pas professionnel. Donc, et je savais que les entreprises m'avaient fait des offres, donc pour rester, des offres même intéressantes. Donc, mais j'avais déjà décidé de ne pas accepter. Donc, je voulais rester fidèle, en fait, à ma promesse, moi-même. C'est clair. Et donc, je n'ai pas accepté. Ils n'étaient pas contents, mais bon, tant pis, hein, c'était mon choix. Surtout un choix qui c'était difficile à communiquer, en fait, un peu tout le monde. Et ta famille? Ma famille, mes parents, ils disaient, mais non, mais c'est quoi ces trucs, les messages? En plus, il y a 10 ans, en Italie, au sud de l'Italie, c'était pas vu comme un boulot. Ouais. Donc, un métier, faire du massage, non, c'est quoi? Donc, mes parents, mon père, ma mère disaient, non, qu'est-ce que tu fais? Mais tu as bien réfléchi. Ouais. Socialement, c'est clair que... Socialement, ça n'a pas été accepté et compris. Encore aujourd'hui, mes amis là-bas, en fait, ils ne comprennent pas ce que j'ai fait. Ouais. Pour eux, c'est pas possible de faire des massages. Comment tu peux gagner ta vie ouais. à masser des gens? Mais c'est pas simplement des massages, on en parlera. C'est quelque chose en fait un peu plus profond voilà, et complexe. Et donc voilà, j'ai terminé la formation, c'était 2 ans. C'était 2 ans. 2 ans. Donc un week-end par mois pendant 2 ans. Donc d'accord. J'ai donné le temps d'une année aux entreprises, donc j'avais calculé que c'était plus ou moins en fait la fin de la formation. Et après, je me suis trouvé en fait à dire mais oui, mais je change tous les côtés du boulot, mais bon, peut-être je vais changer même de pays. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était toujours un rêve depuis que j'ai 18 ans que j'ai dit moi je voudrais quand même un peu voyager, mais voyager pas en voyage, vraiment de rester sur place pour explorer, apprendre. Voilà. Et donc, voilà, ça a été un peu... Parce que toi, tu vivais au sud de l'Italie ou tu étais vers Milan? Non, je vivais à Naples, c'est ma vie. Mais j'ai bougé beaucoup, en fait, dans toute l'Italie par rapport à mon boulot. Oui, bien sûr. Et pas que, parce que les entreprises, elles étaient localisées, en donc fait, tu avais différentes villes où tu as vécu? Non, j'ai vécu tout le temps à Naples. Oui, là, c'était ma ville. Oui, mon point de base, mais j'ai bougé, ça pouvait prendre 3 jours, une semaine, mais j'ai revenu quand même dans ma ville où je suis né, en fait. Et là, ça a commencé l'exploration où je vais choisir l'Espagne, l'Angleterre. Avec l'espagnol, c'était un peu, j'avais quand même un peu de base. L'anglais, ça allait, donc c'était les pays que j'avais visés.
C'était quoi tes critères? C'était juste la langue ou il y avait un côté cadre de vie Il y avait, je voulais la mer, bien sûr. Ouais. J'ai vécu à Naples, donc on avait la mer. Ouais. C'était un élément important, mais pas que. J'étais plutôt ouvert. Mais c'était le cas de vie et surtout la sensation, en fait. Donc, j'ai commencé un peu à visiter les villes que je voulais pour comprendre. Et Nice, c'était parmi les premières. Mais parce que c'était un week-end et j'avais bien aimé en fait cette ville par rapport à la propriété, par rapport à les styles de vie. Ça m'avait parlé un peu. J'ai choisi Nice. J'ai dit je commence. Okay. Il avait l'aéroport. Oui, très déjà. Déjà, lien direct avec ma ville parce que je voulais pas, je voulais quand même aller de temps en temps chez mes amis, mes parents, ma sœur qui est encore là-bas. Et donc, c'était Nice. Donc, installation. Mais le problème, c'est que français, c'était 0. Oh, donc, sacré défi. Oui, j'avais jamais pensé. En plus, la France, c'était pas un pays que j'avais, à part Paris, que j'avais visité, j'avais adoré. Mais le reste, Paris, tout le monde rêve d'y aller. Donc, j'étais allé comme tout le monde pour visiter, voir toutes les beautés en fait de cette ville. Mais les Français, la langue française, ça ne me parlait pas trop. Donc, j'arrive sans connaître rien. Donc, je m'installe à Nice et en montant, en fait, je pars tout de suite pour Londres. Parce que j'avais décidé quand même d'aller un peu là-bas. Parce que je voulais regarder sur place de quoi on parlait. Donc, à travers des connaissances des Capiles, donc, je suis allé au nord de l'Inde, je suis resté plusieurs mois. Et les berceaux, en fait, de cette médecine, il y a des gens qui disent que c'est les Kerala, donc les Souds. Mais en fait, en réalité, c'est vraiment, et c'est plus logique, c'est vraiment toute la base de l'Himalaya. Ouais. Donc, la partie vraiment nord, qui après, elle a amené cette médecine peut-être au Tibet. Donc, elle a créé la médecine tibétaine. Et après, elle est passée encore plus loin, elle est arrivée en Chine, où ils ont construit après leur médecine. Donc, c'était vraiment le berceau. Il y avait pas mal de cliniques ayurvédiques. Donc, c'était vraiment l'endroit où je pouvais vraiment comprendre un peu plus. Tu avais déjà les bases avec ta formation? J'avais déjà la formation, j'avais des bases, mais là, c'était vraiment l'immersion complète et pouvoir aussi voir dans ces cliniques, que c'est pas les cliniques en fait qu'on a ici, c'est des petites maisons où il y a des pièces. Là, c'est la clinique en fait. Vraiment des petits trucs. On pense clinique, un gros hôpital. Ouais. Non. La technologie. Toutes les choses. Non, là, c'est vraiment très basique. Mais le fait que c'est basique, ça ne veut pas dire que c'est pas efficace. Donc, j'ai connu des médecins. L'apprentissage en Inde, c'est un peu particulier. Il n'y a pas de cours comme ici. Donc, il y a le médecin qui commence à te dire non, ils n'ont pas envie de recevoir beaucoup de questions. D'accord. Donc déjà il faut décider quand parler, quand demander des choses et surtout regarder et apprendre. T'es resté combien de temps là-bas? C'était plus ou moins presque 6 mois en fait. Ah, c'est énorme. Oui, c'était je voulais vraiment, et en plus j'ai un peu visité aussi. Oui, j'imagine. Donc les côtés touristiques. Et tu voulais y aller aussi avant de pouvoir installer ton cabinet? Oui, parce que je savais qu'une fois installé, j'avais déjà fait un parcours par rapport en fait professionnel. Je savais que le moment que je partais, je pouvais pas construire une clientèle et après partir 4-5 mois et dire ok, écoutez, clair. Attendez un peu, je vais partir. Donc je voulais d'abord compléter et après répartir en fait. Donc voilà, j'ai encore continué les études qui continuent, hein, c'est en médecine. C'est continu. L'étude, ça termine jamais. Et après, je suis rentré en France, voilà, je devais apprendre la langue, parce que sinon, comment je pouvais faire? Et donc, j'ai trouvé des associations, voilà. Ici, c'était, aujourd'hui, peut-être c'est plus compliqué, mais à l'époque, il y avait des possibilités. Et en mon temps, je me suis installé tout de suite, en fait, dans mon cabinet. Okay. J'ai dit, j'ai commencé, en fait, un master à la maison. Ça a duré 2 mois, mais c'était pas possible. Je sentais pas, c'était pas pro. En plus, recevoir les gens à la maison. À niveau énergétique, c'était pas bien pour les clients.
et pour moi. Donc, je sentais qu'il fallait autre chose. Donc, je commençais à chercher sur les bons coins, que j'ai connu à l'époque. Et je suis tombé sur une annonce. Il n'avait même pas les photos. Mais je sais pas, ça me disait quelque chose. J'ai dit, j'ai regardé un peu les quartiers, donc c'était la Libération. À l'époque, c'était moins développé qu'aujourd'hui, mais il avait déjà les tramways, il avait déjà tous les moyens de transport. C'était pratique. C'était pratique. Donc, j'avais compris que c'était quand même très central, ça pouvait m'aider. J'appelle le monsieur, qui c'est maintenant mon collègue au cabinet, Yann. Et je parlais pas trop bien, donc il a compris, ah, vous êtes italien? Bon, les cabinets, ça. Je dis, mais j'ai pas encore vu, donc, et surtout, on ne s'est pas connu. Non, mais j'ai les sons. J'ai dit, bon, ok, on fait un rendez-vous quand même, on se rencontre. Parce qu'il n'y avait pas les photos sous là. Donc, je pensais, je sais pas, une arnaque. C'est clair, c'est trop beau. Je le rencontre, il me demande toujours de l'argent, tout de suite de l'argent. Bon, après, je viens d'une ville où c'est pas que c'est une ville des arnaques, mais c'est une ville un peu compliquée. On peut sentir il faut faire attention, voilà. Comme les grandes villes, comme toutes les grandes villes. Donc, et mon parcours aussi, ça m'a permis de comprendre un petit peu s'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai rencontré ce monsieur, très aimable. Il me montre en fait le cabinet, nickel. La pièce elle était parfaite, il avait un point d'eau, donc j'ai dit c'est génial. Et il m'a dit le loyer, j'ai dit bon ok, ça peut me convenir. Et il a dit bon ok, bon on fait le contrat. J'ai dit bon je vais réfléchir quand même un jour. J'ai dit ah oui mais le cabinet il est à vous, la pièce elle est à vous, donc j'attends. Ça faisait longtemps en fait que la pièce elle était libre. Ça aussi j'ai dit mais Nice Centrale, pourquoi la pièce elle était libre? Bon le monsieur il était Yann, c'est un personnage un peu spécial. Et il ne voulait pas louer à tout le monde. Donc, il cherchait un Italien ou une Italienne. Donc, une personne italienne. Ok, bon, je suis italien, donc ça va. Oui, parce que son parcours, il est ostéopathe, donc il avait enseigné en Italie pour 30 ans, à Rome, donc il avait ses liens, il parlait italien. Donc, il voulait aussi pratiquer peut-être. Il voulait pratiquer peut-être l'italien. Non, il parle très bien, donc j'ai parlé avec lui en italien quand on s'est rencontrés, donc c'était comme si, je sais pas, sûrement il y a quelque chose, et aujourd'hui j'y crois de plus en plus qu'il y a des choses qui se mettent en place, et que parfois on cherche, mais ça suffit simplement de patienter, d'attendre. Il ne faut pas forcer. Voilà, pas forcer, les choses, il vient comme un... Ah bah là, c'est incroyable cette anecdote. Oui, la clientèle s'est développée très rapidement, donc j'étais content. Parce que ça me permettait de dire... parce que malgré c'était vraiment ma passion, n'importe quelle passion, si ça devient un boulot, c'est un boulot. Donc, c'est une responsabilité, c'est des horaires, donc c'est de la pression aussi. Mais j'ai commencé, bien sûr, à faire des massages. Donc, c'était que des massages. Massage ayurvédique, j'avais bien appris. Pour les consultations, j'ai attendu encore un petit peu. Mais justement, tu vas nous raconter. Qu'est-ce que c'est déjà l'Ayurveda? Parce que c'est vrai que c'est un mot, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière ça. Toi, tu fais des massages ayurvédiques, mais pas que. Mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer l'approche globale, à quoi ça correspond l'Ayurveda? Ok. Alors déjà, les mots Ayurveda, ça donne un peu toute l'idée. Ayus, c'est vie, et Veda, c'est la connaissance. Donc la connaissance de la vie. En effet, les Indiens, il y a 5000 ans, ils ont commencé en fait à explorer la nature, les animaux, l'être humain. Et à travers cette exploration très profonde, en fait, ils ont compris déjà les similitudes. Donc, la nature, elle est très liée, en fait, à l'être humain, comme les animaux. Et il y a des animaux, les yogas, c'est quand même, ça donne l'idée, il y a des asanas, il y a des postures qui sont liées, en fait, aux animaux. Donc, ils ont créé des liens. Ils ont analysé l'être humain, ils ont observé, en fait. L'observation, c'était la clé de cette médecine. Donc, observer l'être humain, ça a permis, en fait, de comprendre des mécanismes. Et surtout de comprendre que chaque être humain, il est unique. Donc, ça, c'est vraiment, ça change tout. Parce que pour la médecine allopathique, on remercie, ça sauve des vies, et c'est pas
comment dire, à considérer négative. Parce que parfois on dit, ah non, mais la médecine allopathique, non, parfois on a besoin de faire ça, et même au cabinet, pendant les consultations, parfois j'ai dit, non, mais on y va tout doucement, vous continuez vos médicaments, et on verra pour la suite. Donc c'est une médecine complémentaire. Ça peut être vraiment très complémentaire. Donc c'est pas à substituer, surtout ici en Occident, on n'a pas les cliniques ayurvédiques, on n'a pas les Vaidya, qui c'est les médecins ayurvédiques. Donc ça peut vraiment se complémenter à la médecine allopathique pour aider et pour comprendre différemment en fait notre être. Donc c'est déjà ça ça change un peu tout. Donc Ayurveda, la connaissance de la vie. Dans cette médecine en fait, tout tourne autour des 5 éléments. Ok. Donc les 5 éléments c'est la base. Ok. Donc, les 4, on les connaît déjà, plus ou moins, c'est l'air, le feu, la terre et l'eau. Le 5e, on en parle un petit peu moins, c'est l'éther, donc l'espace. D'accord. Ok. Donc, selon cette médecine, on est fait des 5 éléments. Chaque élément a des caractéristiques spécifiques. Donc, dans les positifs comme dans les négatifs, parce qu'il faut considérer les deux côtés, dans l'équilibre et dans le déséquilibre. Et donc, n'importe quelle chose qu'on voit, même les canapés, les faits des 5 éléments. Donc, les 5 éléments, c'est vraiment la base. Okay. Les mélanges des 5 éléments, ça crée les 3 énergies, donc les doshas. Mais on ne va pas trop approfondir là-dessus. Mais la chose importante, c'est que pour l'Ayurveda, c'est très intéressant de développer et nourrir tous les 5 éléments. Ok. Ok. Comment? En fait, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut les nourrir? Parce que comprendre qu'on a un déséquilibre, peut-être c'est facile. Okay? C'est si on a mal quelque part ou on a mal, voilà, on va chez l'ostéo qui nous dit ah oui, les foies un peu chargées, un peu gonflées, on fait une échographie, il y a des autres choses qui peuvent sortir. Mais la chose intéressante en fait de l'Ayurveda, c'est comment en fait rééquilibrer quelque chose qui ne va pas. Pour que ça ne revienne plus. Peut-être. Pour essayer. Non, ça dépend en fait. L'Ayurveda, c'est pas prendre des comprimés. Okay? Bien sûr. C'est pas on prend des plantes et voilà, on prend nos gélules 3 fois par jour, on fait la cure, et voilà, c'est résolu. Non, c'est un peu plus complexe. Donc c'est vraiment un engagement. C'est sur la durée. C'est sur la durée. Et c'est important en fait d'intégrer les choses. Pas trop changer, mais intégrer. Dans sa vie quotidienne, voilà, son alimentation. Dans le quotidien. C'est hyper important la régularité. Parce que faire une chose une semaine, bon, ça peut aider, mais ça ne suffit pas. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que l'Ayurveda, c'est plutôt un mode de vie. C'est un mode de vie, mais pas si on ne doit pas vraiment tout changer. Parce que parfois, on pense que, ah oui, mais je ne vais pas consulter parce qu'il va me dire de changer tout dans ma vie. Mais non, pas du tout. On prend déjà la vie de la personne comme il est aujourd'hui, et on essaye en fait d'intégrer une petite chose. Si on intègre des bonnes choses, les mauvaises choses, ils vont partir tout seuls. Parce qu'on ne peut pas tout mettre dedans. C'est comme un verre, on peut mettre des billes, mais au fur et à mesure, on va remplir le verre. Donc, les biens, ils restent là-dedans parce qu'on l'a intégré et en manière consciente. Et les mauvais, il partira. Mais ça, vraiment, c'est tout doux. C'est vraiment fait cool, non stress, sans vraiment dire bon, on fait tout aujourd'hui, parce qu'on n'arrivera pas. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, de toi ou d'un de tes patients où justement qui a eu un déséquilibre et comment est-ce que tu as réussi à résoudre en intégrant l'Ayurveda Bon, des exemples, il y a plusieurs. Oui, j'imagine. Mais... Bon, un exemple très, très sympa, parce que c'est un jeune. Donc, les jeunes, en général, ils vont pas trop vers les médecines douces. Je ne vois pas beaucoup. Mais là, c'était sa maman qui avait consulté. Donc, elle avait déjà eu des résultats très intéressants, simplement échangeant sa manière de boire de l'eau. Donc, on se rend compte que parfois, vraiment, c'est très facile d'obtenir des résultats avec une manière très pas chère. Bah oui, c'est clair. Avec de l'eau qui on boit quand même. Et à travers notre manière. On va en parler peut-être parce que ça peut être intéressant.
Et il avait consulté en fait sa maman, elle avait eu des résultats, et il avait son fils en fait qui avait des soucis depuis presque la naissance. Ok. Et il avait 20 ans, il avait des gros problèmes parce qu'en fait chaque fois qu'il mangeait en fait il vomissait. Oh. Donc il avait des remontées dues à plusieurs facteurs, mais c'était à niveau social, c'était très compliqué. Il ne pouvait pas sortir avec ses amis, il ne pouvait pas manger dehors. Donc, c'est handicapant, hein, c'est il clair. avait toujours peur de manger parce qu'en plus, c'est un cercle vicieux. Parce que ça enchaîne en fait des peurs. Bien sûr. Et donc, je l'ai vu, il est venu au cabinet, tout blanc, donc très pâle. Donc, ça s'est voyé qu'il avait quand même des problèmes. Mais il avait consulté des médecins, bien sûr. Parce que si tu as un problème, tu vas chez le médecin. Mais il n'avait pas vraiment des pathologies importantes. Ils n'avaient pas réussi à trouver... Il avait des choses, mais simplement, en fait, c'était pas si grave d'à déterminer en fait une intervention. Ou je sais pas, j'étais pas avec lui chez le médecin, mais il n'avait pas résolu en fait les problèmes. Donc il est venu, on a parlé. Parce que pendant une consultation ayurvédique, c'est pas simplement en fait on parle de la personne et on observe et on analyse la personne vraiment comme être unique, comme on a dit. Donc il n'y a pas de règles pour tout le monde. Un problème gastrique, on les traite pas pareil sur 10 personnes différentes. Bien sûr. Donc, chaque personne, il doit avoir une approche qui soit vraiment individuelle, personnalisée. Donc on a parlé. Il m'a expliqué en fait toutes les choses et on a commencé en fait à travers l'alimentation. Bien sûr, je lui ai donné en fait un cadre alimentaire, pas un régime, parce qu'en Ayurveda on n'a pas de régime, on n'a pas d'imposition, il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est vraiment un choix de faire des choses, parce que si on se l'impose, ça devient des obligations. Ouais. Et notre cerveau n'aime pas les obligations. Donc les effets, c'est pas des effets en conscience. Donc, il n'y a pas d'effet. C'est bizarre, mais en fait, c'est important en fait d'intégrer quelque chose. Comme ça, notre inconscient, il le travaille. Sinon, c'est simplement ah oui, je dois faire ça parce qu'ils m'ont dit. Mais cette personne, en fait, il était engagé. Il voulait vraiment s'en sortir. Donc, alimentation, des plantes, la respiration. Des soins. Il a fait tout. Même trop. Parce que quand j'ai vu sa maman, qui est venue pour sa consultation, il m'a dit, ah non mais, c'est impressionnant, il vient me regarder pendant que je cuisine, j'ai mis les ingrédients qu'il faut, les épices qu'il faut. Donc vraiment, il s'est impliqué. Ouais. Et en fait, je l'ai vu à distance, on a pris 6 mois, et voilà, il était bien. Il pouvait sortir, il pouvait manger, il pouvait manger tout. Il était en confiance. Et son problème disparu. C'est fou. Mais c'est lui qui l'a fait. Hein. Oui, bien sûr. En fait, parce qu'il moi, je n'ai rien fait. Aussi. Il s'est vraiment mis, et encore aujourd'hui, il continue, il fait attention, il mange des aliments en fait conseillés, il évite complètement les autres. Je lui ai dit après quand même les intégrer. Mais non, il ne veut pas. J'ai dit, je suis bien comme ça, je ne les intègre pas. Je veux continuer. Je dis, ok. C'est son choix et c'est à respecter. Et donc, il est bien. Mais il y a plusieurs cas. J'ai eu un autre cas d'une personne avec l'hypertension. Donc, il s'est rendu compte qu'il avait un jour qu'il avait 18 de tension. Donc, déjà, il n'allait pas bien. Il sentait qu'il avait quelque chose qui n'allait pas. Et un jour, il s'est arrêté à la pharmacie. Et j'ai dit, vous pouvez me mesurer la tension, c'était 18. Donc le pharmacien, il était un peu inquiet, parce que c'est quand même une tension importante, dangereuse. Et il a dit, oui, peut-être c'est aujourd'hui, il faisait chaud, donc bon, peut-être c'est aujourd'hui. Repassez demain en autre pharmacie, essayez en fait de contrôler pendant des jours, les prochains jours, comment ça marche. Et en fait, les jours d'après, c'était toujours 17, 18, donc la tension ne baissait pas. Bon, bien sûr, c'était déjà une personne proche à la médecine douce. Il ne voulait pas aller chez un cardiologue ou prendre chez les généralistes, en fait, un comprimé pour baisser la tension. Donc, il voulait essayer des autres choses. Donc,
il connaissait, on avait des connaissances en commun, donc il avait une personne que j'avais déjà consulté. Il a dit, bon, va voir Fabio, peut-être tu peux y arriver. Donc il est venu, on a parlé un peu de son style de vie, comme d'habitude, parce que c'est la personne qui doit, c'est vraiment Une démarche qui vient de soi, quoi. oui, déjà qui vient de soi, et surtout d'analyser vraiment comment se déroule la vie pour voir où il y a les choses qui clochent, Bien sûr, où il y a en fait les blocages. bien sûr. Et en plus, analyser à niveau physique, qu'on les voit, mais analyser aussi à niveau mental. Donc, comprendre, en fait, quel élément domine à niveau du mental. Et est-ce que les gens le savent? Les gens ne le savent pas. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ils ne peuvent pas savoir. Donc, c'est simplement, déjà, quand je rencontre la personne, on ouvre la porte, déjà, ça commence. C'est comme, on a déjà commencé la consultation. Comment il rentre dans la pièce, où il va s'asseoir, comment il s'assoit, comment il parle. Déjà, tous les côtés psychologiques. Après, les côtés physiques, la couleur de la peau, s'il y a des taches de beauté. Mais toi, tu arrives déjà à déceler, rien que dans l'introduction, à partir du moment où la personne passe la porte, tu as déjà des informations. Déjà des informations. Que tu peux creuser. Pendant la consultation, je vais plus loin. Si la personne elle est venue simplement pour un massage ayurvédique, déjà, j'ai des éléments pour adapter en fait le massage. En plus des besoins que peut-être la personne va me donner en disant bon, je suis stressé, j'ai mal au dos, j'ai perdu une personne chère, n'importe quelle situation importante en fait pour la personne, ou à travers le massage, on peut en fait arriver à lui donner en fait des effets positifs. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment le massage, parce que les gens peut-être se disent bon bah c'est un massage. Oui, c'est bon, je comprends, oui. C'est pour bah voilà se détendre. Mais quelle est la différence justement toi qui la connais, qui la pratique avec un massage traditionnel? Alors déjà la différence c'est que le massage ayurvédique il vient de la médecine ayurvédique. Donc c'est un protocole établi par rapport à la médecine. Donc en Inde, les Vaidya, que c'est des médecins ayurvédiques, il fait sa consultation, il dit à la personne, ouais, bon, par rapport à l'alimentation, les plantes, voilà. Et il dit, en plus, vous faites un soin. Il va lui donner, en fait, quel soin, en fait, elle doit pratiquer. Après, la personne lui va chez un autre thérapeute. C'est pas les Vaidya, en fait, qui fait le massage, donc chez les masseurs en Inde, qui pratique les massages que les Vaidya a conseillé à la personne. Donc c'est comme une ordonnance. C'est comme une ordonnance. Et il a été créé pour faire ça. Donc, le Vaidya, il va définir un excès, un déséquilibre de l'élément air, par exemple. Et le moment qu'il y a un déséquilibre de l'élément air, dans les massages, on va utiliser des manualités, on va toucher des points spécifiques, même la vitesse, les toucher, tout change. Ok, donc par exemple, si je prends l'élément eau, il y a des endroits particuliers sur le corps qui correspondent à cet élément eau, c'est ça? L'élément eau, par exemple, ça peut être à niveau en fait du corps, ça peut se voir pour de la rétention d'eau. Oui. Ok. Donc, s'il y a un déséquilibre de l'élément eau, peut-être on a un déséquilibre à niveau du système lymphatique. Ok. Ok. Et donc là, on a un soin spécifique qui s'appelle Nirabhyangam. Donc, c'est un drainage lymphatique. D'accord. Conçu par la médecine ayurvédique, où on va travailler en fait cet élément. Okay. Pour remettre en fait en marche les systèmes lymphatiques. Donc, c'est des manualités très lentes, très profondes, qui amènent en fait la lymphe vers les ganglions et que ça permet en fait au système lymphatique de se remettre en marche. Surtout, en plus, bon, le système lymphatique, pour la médecine ayurvédique, c'est hyper important. Dans la médecine allopathique, on n'en parle pas trop. Mais c'est là, on va créer en fait notre système immunitaire, c'est à travers le système lymphatique. Donc, les filtrages. C'est super important. Hein. Oui, voilà, c'est un peu la base. Donc, c'est notre système immunitaire, il n'est pas au top. Ouais. Bien sûr, on ne peut pas se défendre. Incroyable. Donc, la plupart des gens, ils vont faire des drainages lymphatiques parce qu'il a de la cellulite. Oui. La cellulite, bien sûr, c'est un effet visuel désagréable, mais ça nous donne en fait des indications qu'il y a un problème au niveau du système lymphatique. Donc, c'est un problème un peu plus profond. Ouais. Donc, ça suffit pas d'acheter des ventouses pour physiquement essayer de gommer
Mais Il faut j'ai le dit traiter, absolument pas. il faut le traiter vraiment. Oui, parce que c'est les buts dans les drainages lymphatiques, Bien sûr. c'est pas d'éliminer la cellulite, mais c'est Donc, de remettre en place le notre système. le système. Bien sûr. Après, la cellulite, elle va partir, bien sûr. Oui, ce sera une suite Voilà, logique. c'est une suite logique. Mais c'est pas ça les problèmes. Hyper intéressant. Ça veut dire qu'on a vraiment un problème structurel interne. Donc, ces problèmes, si on ne va pas les traiter, au bout d'un moment, notre système immunitaire il va s'affaiblir. Et n'importe quel virus il peut entrer, mais il ne peut pas être combattu, en fait. Et on ne va pas tout faire les éléments, mais l'élémentaire, par exemple, ça correspond à quoi? L'élémentaire, ça peut être, on peut l'avoir à niveau physique, donc à travers une taille un peu importante, mais aussi à niveau du mental. Donc cette tendance en fait à l'immobilité, pas trop bouger, pas avoir envie en fait de faire les choses, donc dans les déséquilibres. Hein. Ouais, bien sûr. Parce que dans l'équilibre, c'est la stabilité. C'est plutôt l'immobilisme, ouais, c'est ça. Voilà. Oui. Parce que tu as toujours le versant et le... Tout à fait. Chaque élément dans l'équilibre, c'est génial, n'importe quel. Parce que la Terre, c'est la stabilité. Bah oui, on en a tous besoin. On a tous besoin. C'est l'ancrage, en fait. C'est l'ancrage. Ouais, une chose qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas. Ouais. On a perdu, en fait, ces liens avec la Terre, l'élémentaire, et donc l'ancrage, la stabilité, la régularité. On passe d'une chose à une autre très rapidement. C'est la société, en fait, qui nous pousse Bien sûr. à ces changements très rapides. Donc aujourd'hui, on commence la salle de sport et dans 2 mois, on est à l'aquagym. Et après, on change encore. Après, les yogas, oui, on dit les yogas, mais bon, je commence les yogas. Après, on termine les yogas, on retourne à la salle de sport. Il n'y a pas de régularité, donc pas de résultats. Mais dans les déséquilibres, c'est trop de régularité. Bah oui. Et là aussi, en fait, c'est pas trop intéressant. Il faut considérer que les extrêmes, pour l'Ayurveda, non, ils ne vont pas. Trop peu ou trop, non. C'est ça. L'idée, c'est en fait de les rapprocher à travers les éléments. Donc, on a un excès de terre, donc terre très forte, trop immobilisme, donc on ne va pas sortir, on ne va rien faire. Alors, on va utiliser l'air. Parce que c'est la légèreté. Donc, à travers l'air, on va alléger en fait la terre. Pour ça, l'idée, c'est de les travailler tous les 5. Bien sûr. Et justement, pendant une séance, toi, tu travailles les 5 éléments, tu travailles, en tout cas pour quelqu'un qui vient te voir une première fois, pour essayer de voir justement sur la longueur ce que tu vas devoir travailler peut-être plus en profondeur. Tu testes, comment tu fais Bon, déjà, on va définir en fait les dominants. Okay. Les dominants, on l'a depuis la naissance jusqu'à la mort. Donc ça, tu le définis avec la personne? Avec la personne. Donc là, on détermine les dominants. On ne va pas encore examiner si c'est équilibré ou pas, mais c'est les dominants. Les dominants, bien sûr, ils ont la tendance à augmenter parce qu'ils sont bien présents dans la personne. Donc, une personne air et feu, bien sûr que les 2 éléments, ils sont là, prêts en fait à flamber. Bien sûr. Donc, il faut faire attention de ne pas trop les toucher pour les augmenter. Mais après, mais c'est pas que ça. On va c'est aussi focaliser sur ce qui manque, parce que souvent, et là on les voit souvent en fait sur Internet, ça c'est un peu dommage. On se focalise, je suis quoi. Déjà des gens qui ont un peu regardé l'Ayurveda, ils viennent et me disent ah oui je sais quoi. Bon. Oui, en fait ils veulent un portrait d'eux avec. Ils vont être casés. Ouais. Comme dans la vie au quotidien, on va se casser tout le temps. Donc, je suis quoi? Déjà, vous êtes vous, donc pour commencer. Votre prénom, c'est vous. Vous êtes unique. Déjà, ça, c'est pas rien. Et après, on va voir. Ouais. Et vous êtes fait des 5 éléments, tous les 5. On va pas les oublier. Et souvent, en fait, il y a cette course à dire je suis terre, air, je suis bata, pita. On a envie de se raccrocher, de s'identifier à quelque chose. Mais c'est comme quand on va chez le médecin. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai? Dites-moi, quelle maladie j'ai? Si on ne va pas bien, on entend en fait que les médecins, après tous les examens, ils nous disent vous êtes diabétique ou vous avez le cholestérol. En fait, c'est ça, casé. Exactement. Oui. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on est casé, on s'en sort plus.
Pour ça, souvent, en Ayurveda, plutôt que parler des maladies, on parle de déséquilibre. Ouais. Parce que la maladie, le moment que quelqu'un nous dit, ah, ben, tu es malade, n'importe quel, on dit, ah oui, je suis malade. Donc, ça génère c'est un grave. stress, ça génère... Ça génère en fait un cercle vicieux et on ne s'en sort plus. Qu'on alimente aussi psychologiquement. Mais oui, parce qu'on pense à la maladie, on ne pense pas à la maladie, la grippe. Hein. Quand on dit maladie, on pense toujours au pire. Au pire. Ah oui, j'ai un cancer. Ouais. Ok. Non. Nous, on parle plutôt de déséquilibre. C'est plus intéressant. Bien sûr. Et ça donne plus d'espoir. Ah oui, c'est clair. Parce que l'équilibre, on peut le déséquilibre, on peut l'équilibrer. La maladie, il faut la soigner. Ouais. C'est un peu différent. Ouais, c'est un prisme qui est totalement... Oui, ça change en fait l'approche. Ouais. Après, peut-être c'est la même chose, à niveau pratique. Hein. Ouais. Une personne qui a la glycémie haute, elle est diabétique, voilà, simplement. Mais l'effet en fait de ne pas la caser, ça permet en fait d'explorer différemment. Ouais. Et il y a une forme aussi de sérénité. Il y a une forme, c'est quand on a l'espoir, on est serein, parce qu'on sait qu'on peut y arriver. Ouais, c'est pour ça. On voit qu'il est noir, mais comment on peut? C'est plus compliqué, il faut vraiment une force de volonté énorme. Exactement. Donc déjà, pourquoi poser ces barrages? Non, on commence à ouvrir et après on verra. Donc c'est ça un peu l'approche qui change par rapport même à des autres médecines douces. Hein. J'ai eu des personnes qui sont venues au cabinet et qui m'ont dit, ah oui, mon ostéopathe qui fait la médecine chinoise, parce qu'aujourd'hui, pas mal d'ostéos, il pratique aussi la médecine chinoise. Pas toute la médecine ayurvédique. Je donne des formations, donc j'ai eu des ostéopathes, mais pas de la Réunion, mais des autres endroits de France, qui se sont formés à l'Ayurveda. Pour intégrer, en fait, cette médecine dans leur pratique d'ostéo. Et c'est génial. Parce que l'idée, c'est pas de détecter un problème. Comme je disais, ils viennent au cabinet, ils sont allés chez l'ostéo à faire des pratiques ostéopathiques. Et l'ostéo, il a les petites phrases. Oui, votre foie. Eh oui, mais bon, ok. Donc, dans la tête, en fait, ils rentrent et direct, en fait, dans leur tête, c'est toujours mon foie, il va pas bien. On se rend compte que les foies, c'est un organe hyper important. Le moment que quelqu'un te dit que ça va pas, tu commences à dire, mais comment j'ai fait? Ah ben, on se voit mourir. Hein. Mais il fait tout, les foies. Ouais. Donc, il s'occupe vraiment énormément des fonctions dans notre organisme. C'est pour ça. Donc, voilà, ça, c'est une petite phrase qui, il faudrait faire attention, en fait, à la dire à la personne. Parce que sinon, il reste comme ça. Et après, elle fait quoi? Donc, oui, on peut avoir des soucis au niveau du foie qu'on amène avec nous depuis l'enfance. Hein. Ou des soucis de constipation, n'importe quelle chose qu'on voit très couramment. Mais c'est plus intéressant de dire, ok, bon, on va faire quelque chose. Parce que toi, les gens, ils viennent te voir, en général, ils ont quel type de problématique? Parfois, rien du tout. C'est parfait. Ouais. Parfois, rien du tout. Bon, oui. Rien du tout en conscience. Oui. Mais il y a toujours quelque chose en fait, à rééquilibrer. Mais pas des pathologies confirmées. Donc, voilà, on fait un bilan, même pour curiosité. Il y a des gens qui viennent pour curiosité, pour... en prévention, et c'est génial. Pas forcément, encore mieux, pas forcément avec une pathologie, avec un problème défini. Et il y a des autres qui viennent parce qu'ils ont tout essayé, voilà. C'est le dernier. Le dernier, j'ai dit merci pour la confiance. Mais même parfois des clientes depuis longtemps, il a une cliente que j'adore, c'est avec moi depuis 10 ans, et maintenant elle a 87 ans. Donc, il a fait la démarche quand même à un âge adulte. Bien. Donc, et je la vois tous les mois. Et elle était tombée en fait sous de la glace, donc à la montagne. Donc, elle avait tapé avec son coccyx. Heureusement, c'était pas cassé, malgré c'est une personne très âgée. Mais elle avait cette douleur-là qui continuait. Donc, elle avait un peu arrêté le massage parce qu'elle pouvait pas bien s'allonger, voilà. Elle avait essayé, voilà, ostéo, tout. OK. Et un jour, elle a dit, Fabio, bon, je n'arrive pas à me sortir de ces douleurs. Je prends quand même rendez-vous, vous pouvez voir s'il y a quelque chose. Bon, elle vient, on fait une séance. Et la personne, le jour après,
Je dis pas qu'elle sautait comme une jeune, mais ça allait vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Donc, parfois, oui, dans les médecines douces, pas que moi, hein, il y a tous les thérapeutes, n'importe qui fait du shiatsu ou des autres, qui vraiment, c'est les dernières. Les dernières, j'ai tout essayé. Ah oui, j'ai entendu parler que le thérapeute, il a fait quelque chose pour mon ami. Bon, j'y vais. Ouais, c'est un peu le dernier espoir, c'est ça. On accepte volontiers, hein, on sait que C'est le jeu, ouais. C'est un peu les jeux, c'est pas des médecines, surtout l'Ayurveda, c'est pas encore très connu comme les autres. Donc, les gens, il y a énormément d'offres, pas trop dans l'Ayurveda, mais dans les autres disciplines, magnétiseurs ou autre chose. Mais justement, c'est intéressant. Est-ce que toi, par rapport à l'Ayurveda, tu pourrais dire que pourquoi est-ce qu'on choisirait l'Ayurveda plutôt que d'autres pratiques pour soigner certaines problématiques ou qu'est-ce que tu recommandes toi? Dans quel cadre on peut choisir l'Ayurveda? Plutôt comme ça, dans une routine, parce qu'on veut se rééquilibrer Dans tous les cas. Déjà, dans mon cas, vu cette côté en fait très pratique, très pragmatique, ouais. Ça m'a tout de suite parlé. Parce que vraiment, dans l'Ayurveda, tout est logique. Ouais. Donc, s'il y a quelque chose qui cloche, qu'on ne comprend pas, alors il faut réfléchir un instant. Donc, l'effet qu'il faut bien digérer pour être en santé, bon, c'est normal, si on ne digère pas bien, mais comment on peut absorber les nutriments, comment on peut être bien. Oui, c'est logique. C'est hyper logique. Si on ne va pas bien aux toilettes, mais bon, comment on peut faire sortir les toxines? Si on ne boit pas bien de l'eau, comment les reins ils peuvent filtrer bien? En fait, c'est tout ça, ça m'a parlé tout de suite. J'ai dit, mais bon, c'est vrai. Chaque question, chaque phrase, moi je me disais, mais oui, c'est vrai. Pourquoi on ne réfléchit pas? Ouais, c'est du bon sens. C'est du bon sens. En fait, c'est juste que les gens ne sont pas forcément informés. Ils ne sont pas informés. Mais c'est du bon sens. Il n'est pas vraiment c'est pas trop complexe en fait à comprendre. Ouais, c'est la manière dont notre corps fonctionne, mais comme tu dis, dans notre société actuelle, on prend pas le temps de s'écouter, écouter son corps, comprendre comment il fonctionne, et on est vraiment plus sur le résultat. Donc j'ai mal quelque part, hop, je trouve un moyen facile de me soigner, je prends un médicament et je vais pas aller rechercher les causes vraiment. Oui, parce que c'est plus simple, mais en effet, si j'ai mal au dos et je prends un Doliprane et après je n'ai plus mal, mais pourquoi je dois faire des choses? C'est ça. Pourquoi? Non, bien sûr que je dois faire des choses, mais la personne, il a obtenu le résultat, éliminer les problèmes. Éliminer les problèmes, oui. Éliminer la sensation du problème. Exactement. Donc, la coupure entre l'esprit et le corps. Donc, le problème, il est toujours là. Donc, le mal au dos, il n'est pas passé. Mais la douleur, on ne l'entend pas. Bien sûr, ça génère encore plus de dégâts. Bien sûr, bah oui. C'est comme si j'ai mal à la cheville et je prends des antidouleurs. Je vais marcher comme si je n'avais rien. Ouais. Même plus, je vais courir, je vais faire du sport. Mais là, il y a encore un problème. Donc, je vais faire des choses dessus. Et pas des bonnes choses. Pour ça, la douleur, là, existe, en fait, pour nous donner des informations. Pour dire, écoute, là, ça fait mal. Donc, il y a un problème. Ouais, c'est la manière dont notre corps peut communiquer, en fait. Et c'est la manière qui est pour donner la sensation à notre cerveau de faire quelque chose. Si on élimine la douleur, notre cerveau dit, ah bon, ok, c'est passé, je fais plus rien. Donc, mais c'est facile. Ouais, c'est ça. Bien sûr, si on veut résoudre un problème, un déséquilibre avec l'Ayurveda, ça peut être aussi très rapide. Mais il faut s'engager. C'est en application. Est-ce que tu peux nous expliquer, à part le massage, quelles sont les autres pratiques de l'Ayurveda avec lesquelles tu travailles? Déjà, on a plusieurs soins. Ouais. Donc, il y a des soins, que c'est le massage. Il y a des soins, comme par exemple les Shirodhara, que c'est les fils d'huile en fait, sur le front. C'est un soin spécifique pour des déséquilibres en fait, spécifiques. D'accord. Où, en fait, on a ces fils d'huile qui battent sur le front tout le temps. Donc, c'est une des meilleures, tout ça. Donc, il n'y a pas de massage. Il y a un petit massage avant, mais c'est pas le centre, en fait, du soin.
Donc, on a plusieurs soins qui font partie en fait de l'éventail des possibilités pour satisfaire les besoins en fait de la personne. Après, ce que je pratique, c'est les consultations. Donc, la possibilité d'analyser en fait, de faire comprendre un peu à la personne d'un point de vue différent. Donc, à travers l'analyse des 5 éléments, pas mal de choses. Et après, donc, c'est ça tout et ses limites. Okay. Parce que si on comprend nos limites, peut-être on peut faire quelque chose en fait pour éviter de les bousculer un peu. Dans le sens, je sais que je peux rentrer en colère très facilement parce que je suis élément feu et ça suffit un petit peu plus pour rentrer en colère. Ou bien sûr, je peux faire quelque chose parce que je me connais. Ouais. Mais je comprends rien de tout ça et je dis bon, c'est comme ça, je suis comme ça. Et bon, là, on ne fera rien. Oui, il y a deux choix. Ouais. C'est soit travailler dessus. On travaille dessus et donc, bon, là, il faut comprendre un peu plus et comprendre quand ça se déclenche, comment je peux l'arrêter avant, ou comment je peux faire si ça le déclenche et je n'ai plus rien faire. Donc, l'après ma colère qui a débordé. Et juste une question, les 5 éléments, ils sont équilibrés à la naissance et c'est notre expérience après qui fait, c'est notre vie qui fait qu'ils se déséquilibrent plus ou moins. Alors, à la naissance, c'est pas des questions équilibrées. Ah, donc, ok. On Déjà, part pas tous avec l'équilibre. Non, c'est pas l'équilibre. En fait, c'est une recherche en permanence. Bien sûr que l'enfant, à niveau instinctif, c'est bizarre, mais il a la tendance, en fait, plus des adultes, à aller vers l'équilibre, parce que c'est instinctif. Il n'y a pas trop de sollicitations, en fait. Au moins que toutes les choses qui sont autour sont déséquilibrées. Bien sûr que c'est un bébé né et déjà les parents, ils sont pas équilibrés et donc il y a une atmosphère tendue, vu que c'est une éponge, bien sûr que là, il ira vers le déséquilibre. Ouais. Okay. Mais lui, à niveau interne, non. Parce qu'il est hyper tranquille, en fait. C'est dans la formation. Donc, il a la tendance, en fait, oui, à grandir, évoluer, mais en montant, en fait, à avoir plus d'équilibre. Avec la croissance et aussi toutes les activités cérébrales, bien sûr qu'on a la tendance, à travers les sollicitations de l'extérieur, d'arriver souvent, en fait, à le déséquilibre. Le déséquilibre, c'est pas un problème en soi. Non. Parce que ça fait partie, en fait, l'équilibre et le déséquilibre, c'est des opposés, comme les biens et les mal, comme la lumière, en fait, et l'obscurité. Ils sont toujours là. Ils font partie, c'est un jeu, en fait, des deux. On ne peut pas avoir que la joie. Non, il y a la tristesse. Et les gens qui pensent que la tristesse, il faut la fuir. Non, parce qu'elle est toujours là. Il va s'enraciner, en fait, à l'intérieur. Parfois, je reçois, en fait, des personnes avec un sourire. Tu dis, ah oui, mais peut-être c'est des personnes vraiment heureuses. Mais non, ils sont sur la table, je commence à les masser. Bon, à l'intérieur, c'est catastrophique, en fait. Il y a une tristesse profonde, enracinée. Et on la laisse là. On va la tasser. Jusqu'à quand, en fait, non, mais il prend trop de place. Et là, c'est trop tard. Donc, c'est hyper intéressant. C'est intéressant, en fait, d'explorer un peu tout. De voir, oui, bon, je suis triste, ok, je suis triste. Aujourd'hui, je suis triste. Bon, faut accepter, en fait. Ouais, c'est ça. Accepter et comprendre, observer, en fait. Parce que la tristesse, c'est une émotion. L'observation, ça peut être faite sans l'émotion. Oui. Et c'est un peu plus intéressant. C'est comme regarder ce qu'on a sous le canapé. Tout le monde dira, en fait, qu'il y a des coussins. Et que le canapé, il est vert, les tissus. Mais après, que les coussins sont rangés ou pas rangés, là, ça devient un jugement. Donc, les simples personnes, ils peuvent dire leur avis. Mais sur le fait qu'il y a des coussins, c'est pour tout le monde la même chose. Donc, c'est ça la différence entre les côtés émotionnels et l'observation. Donc, l'observation, ça permet en fait une communication
plus bienveillante. Et pour la tristesse, par exemple, est-ce que donc toi tu vas travailler sur un massage, un soin, est-ce que tu vas pouvoir recommander aussi quelque chose du côté de la nutrition ou ça c'est vraiment pour d'autres Alors en général, pendant un massage, oui bien sûr que la personne elle rentre, on échange un petit peu pour me permettre en fait de comprendre en fait un petit peu des choses. Ou sinon, déjà la personne elle me dit où il y a les besoins. Okay. Après, on part avec les soins, on travaille en plus de ce que je retrouve pendant les soins. Et après, bon, on n'a pas tout le temps. Donc, pour aller un peu plus loin, en fait, parce que la consultation, elle dure 1h30. Donc, il y a pas mal de choses, en fait, à décortiquer. Donc, si la personne, elle peut reprendre rendez-vous pour aller un peu plus en profondeur. Oh, je lui donne quand même des petits conseils, mais c'est des petites choses qu'elle peut intégrer, mais c'est pas la totale. Mais déjà, c'est pas mal. Ouais. C'est déjà bien pour commencer. Ouais. Après, ça dépend. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de savoir, n'ont pas envie de travailler encore dessus. C'est pas encore le moment. Ils sont pas prêtes, ouais. Ils sont pas prêtes. Donc, c'est aussi au thérapeute de comprendre. Parce que même la tristesse, oui, on peut la faire sortir. Hein. À travers un massage, on peut la faire sortir. Mais à quel prix? C'est une responsabilité. Bien sûr. Et c'est pas moi de décider. Hein. Oui, il y a un respect aussi de la personne, de où elle en est. Mais oui, c'est un échange. Travail. Oui. Sinon, on devient cette idée de guérisseur. Ah oui, je suis un guérisseur, mais non, mais on arrête avec ça. On n'est pas des guérisseurs, c'est la personne peut-être qui s'est guérie tout seul. Le thérapeute, c'est un moyen en fait de comprendre les choses. Et après tout le travail, la personne le fait tout seul. Et si on comprend pas ça, on va être dépendant du thérapeute. Ouais. Et là, ça devient... Dépendant du médecin, dépendant de n'importe qui. Ouais. Et là, non, c'est pas le bon chemin. Parce que sinon, la dépendance, et les moments qu'elle n'est plus là, on fait quoi? Ouais, c'est ça, il faut apprendre à être autonome et pouvoir soi-même... Oui, l'autonomie. En fait, voilà, toi, ce que tu transmets, c'est vraiment des clés, du savoir, des connaissances. Oui, et pas des consultations. Ouais, bon, l'autre, on se voit dans 2 mois. Non, j'ai jamais des rendez-vous pour la suite. Oui. Mais on peut pas. Oui, Comment on peut savoir? C'est la personne qui doit sentir. C'est la personne, si elle a envie, elle vient, elle revient, elle continue. Si elle n'a pas envie, elle ne revient pas. Elle est responsable, en fait, de sa santé. Et jusqu'à quand elle ne comprend pas que c'est sa responsabilité, on ne peut pas y travailler. Donc, c'est mieux de s'arrêter là. Oui, complètement. Il y a des personnes qui sont venues après 3 ans. Bon, là, on commence à 0. Hein. Inutile que je vais regarder ma fiche, c'est impossible. Donc, il y a 3 ans de vie. Non, mais voilà, c'est parfait. Pas de soucis, pas de sensations en fait de culpabilité. Je dis tout le temps, mais on est coupable de quoi? Ça n'existe pas. Pourquoi être coupable? On arrête avec la culpabilité. C'est notre ego. Et donc, pendant les consultations, bien sûr qu'on travaille beaucoup aussi sur notre ego. En fait, c'est une consultation, c'est pas que simplement regarder si notre voix va bien, mais regarder dans la totalité. Ouais, et parler un peu de cet ego qui parfois, en fait, nous renferme. Nous rend complètement insensibles à cette communication, en fait, de l'extérieur. Donc, on reste, bon, nous, c'est tout. Donc, l'idée vraiment de s'ouvrir et sortir un peu de la zone de confort. Et c'est pratique, bien sûr, mais c'est un choix. C'est toujours un choix. On peut décider de rester dans notre zone de confort avec notre illusion que tout va bien. Ok, c'est un choix à respecter. Ou sinon, sortir de la zone de confort, regarder un peu mieux ce qui se passe et parfois décider que non, mais ma vie, ça ne va pas du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas comme je voudrais. Parce que l'illusion, tôt ou tard, elle va s'arrêter. Ouais, c'est ça. Et quand ça s'arrête, qu'on a 60 ans, c'est dur. C'est dur de remettre en place un peu certaines choses. Oui, le plus tôt, c'est le mieux, c'est clair. Oui, l'idée, c'est d'abandonner cette idée, cette zone de confort, mais pas tout le temps, hein, sinon ça devient un peu dur. Mais de temps en temps, on dit, bon, je sors un peu, je fais autre chose.
des choses qui ne me plaisent pas. Et expérimenter, voir. Et ça peut ouvrir des portes. Il y a encore des portes qui nous amènent encore dans des autres situations. Oui, c'est ça, c'est infini. Ça peut être infini. Et parfois, on peut décider, ah non, mais bon, c'est un peu trop quand même. Bon, je ne veux pas encore ouvrir cette porte-là. J'attends un peu. C'est ça la connaissance de soi. Bien sûr. Savoir où je peux y aller, où je pourrais et où je ne pourrais pas. Ouais, c'est ça, c'est se connaître, comme tu dis, c'est connaître ses limites. À un certain moment, qu'est-ce qu'on peut, ce dont on a besoin en ce moment. Peut-être qu'il y a des choses, c'est un peu trop tôt. De toute façon, on a toute la vie. On a plus, je pense, bon après c'est ma vision, on a plusieurs vies, donc c'est plus logique. Pourquoi une seule vie? Il y a des personnes des bébés qui meurent nés. C'est injuste, pourquoi? Non, ils n'ont pas eu le temps. Sûrement, ils ont, dans une autre vie, à expérimenter autre chose. Donc, dans cette vie-là, les karmas, il avait prévu, en fait, cette fin tragique et prémature, mais sûrement, pourquoi il y a des gens qui vivent jusqu'à 100 ans et des autres qui meurent à 30. Ouais. C'est pas juste. Et on sait qu'il y a une justesse, peut-être pas concevable, et ça n'arrive pas à notre esprit tout de suite, mais dans sûrement la nature. Dans la nature. Déjà. Dans la nature. Donc, on regarde la nature. C'est pas pour pour une spiritualité, non, simplement pour quelque chose qu'on voit tout le temps. Ouais, On voit tout le temps. Oui, tout est juste dans la nature. Oui. Mais c'est déjà voir, en fait, les animaux. Les bébés animaux, en fait, c'est combien de jours ils s'occupent, la maman. Il y a des animaux un peu plus, et des animaux, c'est 5 jours, 6 jours. Et après, encore bébé, les animaux, ils font leur vie. Tout seuls. C'est vrai. Avec tous les risques, bien sûr, d'être proie d'un autre animal, et voilà, tout le reste. Mais nous, non. Ça dépend. Dans des pays comme en Inde, par exemple, les enfants, ils ont leur vie déjà. C'est des êtres humains avec leur vie. Ils ne dépendent pas des parents. Ils dépendent jusqu'à quand c'est nécessaire. Voilà, les premières... Pour les bébés, ça va un peu plus... c'est pas 10 jours, sinon on va mourir. Mais un peu plus, parce que les humains, en fait, ils ont besoin de ça. C'est dans leur fonctionnement. Mais après, il faut leur faire leur vie. Pas tout le temps, contrôler. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de naturel et il y a une chose aussi que la société a construit autour, notamment... oui, déjà, mon enfant. Voilà. Mon enfant. Ouais, mais non, mais c'est pas nous. C'est clair, c'est pas nous. C'est notre ego, encore une fois. C'est ça. Ouais, c'est mon enfant. Il doit être docteur. Il doit étudier. Mais pourquoi il doit étudier forcément? C'est pas écrit. Peut-être mon fils, il doit être électricien. Mais bon, ça va. C'est pas un problème. C'est pas, en fait, les métiers qui changent. C'est clair. Les faits qui servent l'euro. Mais c'est tout autre chose. Donc, inutile de transmettre, en fait. Oui, et puis je pense qu'il y a toute cette conception autour du bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Bon, ça, c'est encore une question philosophique, mais finalement, tout est ramené à ça. C'est-à-dire, c'est quoi le bonheur? C'est dans le matériel, c'est justement réussir à trouver l'équilibre le plus juste pour soi possible. Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions, et puis c'est propre à chacun. Et finalement, toi, c'est un peu ce que t'as expérimenté, avec ton travail, où matériellement, t'étais. Oui, très bien. J'ai quitté les conforts matériels. Exactement. Bon, peut-être un peu inconscient, je sais pas. J'étais un peu fou à l'époque, je ne sais rien, parce que pour les autres, oui. Ouais. Pour les autres, oui, parce que tu fais pas ça. Et qu'est-ce que tu dirais pour les gens qui ont des doutes, qui savent pas, qui ont un peu peur de tester, pour les rassurer? Qu'est-ce que tu... On peut pas les rassurer, comme on peut. Sinon, c'est de la vente. Oui, c'est vrai. Non, je ne veux pas revenir maintenant. Non, simplement, c'est... parfois, simplement, c'est poser les questions, ou bien écouter l'autre, un thérapeute, par exemple, et si ça te parle, alors c'est le bon endroit. Et si ça ne te parle pas, c'est bien de poser encore des questions, pour voir si la réponse, en fait, elle est adaptée.
Dans l'Ayurveda, on a des avantages. Parce que vu que s'il y a une psychologie ayurvédique, donc à travers la dominance de certains éléments, on sait déjà l'attitude de l'autre. Ouais. Donc, une personne erre, elle est toujours un peu dans les nuages. Ok. Et là, c'est plus facile pour elle de faire confiance. Ouais. Ok. Et c'est trompé, même. Une personne feu, elle focalise. J'ai une question, peut-être que tu vas me dire que c'est bête. Mais Non, jamais des questions bêtes. Parce que ça me fait penser, est-ce qu'il y a un lien, en tout cas dans l'Ayurveda, avec l'astrologie ou les signes astrologiques? Bon, il y a l'astrologie védique, donc oui. D'accord. Oui, pas l'astrologie en fait qu'on connaît. Il y a des similitudes entre les deux astrologies, parce qu'on parle quand même des étoiles, ils sont là, on peut les observer. Mais l'interprétation. Mais Parce que oui, c'est vrai qu'on dit qu'il y a des signes d'air, il y a des signes d'eau, des signes... Il y a des similitudes, oui. D'accord. Il y a des éléments qui reviennent, mais c'est pas parce qu'en fait, on est un signe d'air que notre élément dominant, c'est l'air. Ouais. Voilà. C'est ça à comprendre. Ouais. Parce que sinon, après, non, mais les personnes, elles disent, ah oui, je suis poisson, donc ça veut dire que non. Non, il faut aller un peu plus loin. Mais il y a des liens, il y a on peut trouver tout est lié. des connexions, mais c'est pas forcément... Non, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes. Ouais. Donc, il y a des personnes avec un signe astrologique qui, on retrouve en fait des éléments communs, même dans l'Ayurveda. Parce que finalement, c'est aussi la nature, quoi. C'est comment les éléments étaient alignés pendant notre naissance. Donc, finalement, tout à fait. À la naissance, en fait, tout ça, c'est comme un imprimante, en fait. Donc, les moments qu'on entendait sortir, comment, même dans les 9 mois, en fait, des grossesses, il y a des choses qui se passent. Il y a même les côtés émotionnels et la vie que la maman, elle est en train, en fait, Bien sûr. Donc, mais là aussi, on a toute une culture par rapport, en fait, à la grossesse dans la médecine ayurvédique et comment accompagner ça. Comment faire en manière, en fait, que ces bébés, ils naissent en fait, de l'ambiance la meilleure possible. Parce que c'est très important. Et ça, par exemple, ça se fait à travers le massage ou ça se fait... Ça peut être un accompagnement, ça peut être une consultation, c'est la même chose. Donc, consulter les moments qu'on sait qu'on est enceinte, et après faire un parcours aussi à niveau de l'alimentation, comment nourrir différemment l'enfant. Ouais, c'est très complet, en fait. C'est très complet. C'est holistique, comme tu dis, c'est une démarche vraiment... Oui, ça peut être simplement des petits conseils ou arriver vraiment à intégrer à manière complète et aller un peu plus loin. Tout est possible, en fait. C'est ça. C'est la chose intéressante de la médecine ayurvédique que je connais pas les autres. Je me suis concentré sur eux. Mais les autres, ils ont la même efficace et ils sont importantes au même niveau. Donc, c'est pas que la médecine ayurvédique c'est la meilleure ou les autres sont moins bien. Génial. Mais je connais que l'Ayurveda et je sais qu'à travers en fait, cette médecine, on peut retrouver à notre intérieur en fait des réponses qui changent complètement. J'ai vu des personnes qui sont passées au cabinet mais c'est hyper rapide en plus. Ouais. À travers des suggestions, à travers des phrases, à travers des éléments qui disent ah oui mais en fait c'était la réponse, elle était là, je l'ai jamais vue. Et est-ce que tu as des conseils bien-être, des rituels à appliquer chez soi que tu pourrais communiquer aux auditeurs pour ceux qui veulent prendre soin d'eux différemment Bon, il y a une petite chose que je conseille tout le temps. Donc, j'espère que le podcast sera regardé par beaucoup de gens, comme ça ils peuvent la mettre en pratique. C'est en fait de boire différemment l'eau. D'accord. C'est pas que la quantité. Ok. Parfois, il n'y a pas la quantité et déjà, c'est pas bien. Mais quand il y a la quantité, des fois, les gens, ils boivent mal.
Donc l'idée, c'est de boire des petites gorgées tout au long d'accord. de la journée. C'est des petites gorgées, donc Petites pas gorgées. beaucoup d'un coup, c'est ça? Pas beaucoup d'un coup. Ok. Et j'ai jamais encore trouvé, j'ai fait pas mal de consultations, des gens qui boivent bien. Ok. C'est toujours des gros verres d'eau. Ok. Ou la bouteille d'un demi-litre. Parce Ouais. qu'après, on a tellement soif Ouais. qu'on boit beaucoup. En fait, c'est pas intéressant. Et c'est logique. Donc, faut prendre une gourde avec soi, boire quelques gorgées de temps en temps. Tout le temps, ouais. On continue. Oui. Parce que si on boit beaucoup d'eau, on fait quoi? Dans notre organisme, c'est comme un tsunami d'eau. Donc, une grosse quantité qui rentre, Elle n'est pas absorbée. elle n'est pas absorbée déjà les tissus, c'est comme la nature, il faut regarder la nature. Hein. C'est comme de la terre sec. Mhm. Ouais, quand on arrose. Si on met de l'eau, elle va partout. Ouais. Donc, elle se barre. Ouais. Ça, c'est la même chose. Nous, à l'intérieur, si on se sèche, et on ne boit pas pendant une période, bien sûr, là, il y a une sécheresse. Une sécheresse pas comme la terre, parce qu'on est fait des 90% d'eau. Mais quand même, il y a une sécheresse, il y a un manque. OK? Donc, si on boit beaucoup d'eau, l'eau, il va directement vers les reins. Les reins, ils font quoi? On ne peut pas gérer. Hein. C'est deux petites boules comme ça, ils ne peuvent pas gérer une grosse quantité. Donc, ils font quoi? Une partie, bon, ils l'utilisent un peu. Une partie, c'est la vessie. C'est tout va bien. Si tout va mal, l'autre partie, c'est la rétention d'eau. Donc, stocker. Pourquoi elle stocke? Parce qu'elle ne fait pas confiance. Donc, je stocke de l'eau parce que peut-être, il va oublier et va boire directement ce soir. En fait, à l'intérieur, tout est parfait. C'est notre cerveau, en fait, qui parfois, il fait des choses qui ne collent pas avec cette perfection intérieure. Bah, c'est génial, mais on va s'arrêter là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé, mais dans tous les sinon cas, c'est trop d'infos. on pourrait passer la journée. Mais en tout cas, les gens, de toute façon, s'ils ont des questions, ils peuvent comment te contacter par téléphone, aller sur ton site. Oui, allez sur mon site, Est-ce que me tu as contacter par téléphone. Instagram ou des J'ai réseaux? Instagram. Génial. Oui, un compte Facebook, voilà, comme tout le monde. Ouais. Je n'aime pas trop ça, mais Instagram, je l'utilise pas trop. Ok. Mais j'essayerai En tout d'utiliser. cas, les gens, s'ils ont des questions, ils peuvent te contacter et puis prendre une séance avec toi et puis découvrir le Ayurveda si ça les tente. Oui, Dans ça tous les les tente. cas. Je suis là et Génial. j'ai un système de réservation en ligne sur mon site. Ah bah donc, c'est parfait. c'est- Encore plus simple. Voilà, simple. La nuit à minuit, sinon ils ont envie de... Ils écoutent le podcast à 1h du matin et directement. Voilà, ils peuvent directement, regarder. tac, bon, on réserve, comme ça elle peut faire en autonomie. C'est ça, génial. Bah écoute, merci beaucoup Fabio. Merci à toi pour l'invitation et voilà, bon Ayurveda à tout le monde. alors. On a appris énormément de choses et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci, au revoir.